Bonjour, nous continuons nos cours pour la poésie française, cette fois pour la poésie du 19e siècle avec le romantisme, le mouvement le plus important qui a commencé avec le début du siècle et qui a eu un effet très remarquable sur la plupart des poètes de cette époque, surtout les poètes du début du siècle. Bien sûr, quand nous parlons de romantisme, nous parlons d'un mouvement qui surgit comme un mouvement contre le rationalisme des Lumières. Le romantisme privilégie, dès la fin du XVIIIe siècle, l'expression de la sensibilité. Donc, par rapport à d'autres mouvements qui ont précédé ce mouvement, surtout on parle du mouvement du XVIIIe siècle, le mouvement du siècle des Lumières. Donc, quelle est la différence entre le romantisme et ce mouvement des Lumières? C'est que ce mouvement contre le rationalisme et ce mouvement privilégie l'expression de la sensibilité. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas les règles strictes de Lumière ou de siècle classique. Non, c'est la sensibilité qui compte avec ce mouvement. Ce mouvement, c'était tout d'abord européen, bien sûr, tout d'abord en Angleterre, en Allemagne, mais le mouvement trouve son évolution considérable, son évolution majeure en France, entre 1820 et 1850. Pourquoi 1820? Quand nous parlons de cette date, nous voulons parler d'une date très importante. C'est la date de l'apparition du recueil de Alphonse de Lamartine, les Méditations poétiques, et l'apparition bien sûr de son poème très célèbre, Le Lac. Donc, une autre idée bien sûr, c'est que les poètes de ce mouvement, les poètes romantiques, évoluent du conservatisme au libéralisme. Donc, on peut dire qu'il y a une évolution spirituelle et intellectuelle chez les poètes. Ils ne restent pas figés par des idées sans être influencés par des autres idées. Et ils étaient bien sûr très enthousiasmés quand on parle des poètes romantiques. Pourquoi ils étaient ou ils évoluent du conservatisme au libéralisme? Ils étaient très enthousiasmés par la révolution de juillet 1830, mais ils étaient déçus par l'immobilisme social et politique de la monarchie de juillet. Certains ont décidé de vivre en marge de la société bourgeoise. Ils étaient décidés de se retirer de la société bourgeoise. Mais les autres, non. Au contraire, ils ont décidé de s'engager politiquement. Et nous avons un exemple très célèbre comme Lamartine lors de la révolution de 1848 ou même avec Hugo qui a pris des situations très fortes contre le coup d'État de Louis Napoléon. Ils étaient exilés pour ces idées. Donc, les idées des romantiques, consistent à libérer la littérature. Dans la poésie, ils mettent en cause les règles de la diversification. Nous avons Hugo qui affirme, dans ses contemplations, il dit « J'ai disloqué ce grand niais de l'Alexandra ». Donc, nous avons vraiment une rupture forte entre le romantique et les précédents. Et bien sûr, nous continuons maintenant il y a plusieurs genres qui appartiennent au mouvement romantique. Nous avons le drame romantique, comme avec Hernani de Hugo, Lorenzaccio de Musset, etc. Et aussi avec le récit, nous avons le roman historique avec Notre-Dame de Paris de Hugo ou Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, etc. aussi.
Nous avons avec, bien sûr, le romantisme, le lyrisme poétique qui domine la poésie. Parce qu'avec le romantique, c'est le moi profond, le moi du poète qui évolue et qui surgit comme une force indispensable dans la poésie. Le poète parle de ses sentiments, parle de ce qu'il sent, de ce qu'il voit, de ce qu'il voudrait exprimer. Il parle de lui-même. Et ce n'est pas la société, ce n'est pas les autres causes de la société qui importent, mais ce sont ses idées, sa vie. Eh bien, nous avons choisi comme représentant de ce mouvement très important un poète aussi très important, c'est Alphonse de Lamartine qui est né à Mâcon en 1790. Après son enfance passe à Amélie Lamartine, voyage en Italie, puis se met au service de Louis XVIII. C'est à cette époque qu'il commence à composer de la poésie. Son premier ouvrage, La Méditation poétique, publié en 1820, reçoit un succès retentissant. Et il n'est pas exagéré d'affirmer que ce livre est le premier recueil romantique de la littérature française. Donc, le premier recueil romantique de la poésie française, c'est le recueil de Lamartine, 1820. Nous avons choisi comme exemple de cette période et de ce poète son poème très important, L'isolement. Dans ce poème, le poète exprime avec son esprit romantique son choc ou le choc de la mort d'Elvire qui inspire ce choc ou cette mort de sa bien-aimée Elvire inspire au poète deux poèmes, L'isolement et le lac. Bien sûr, ici dans ce poème, le poète évoque la nature qui conserve la trace de l'amour perdu. Il chante la mort de sa femme, qui était morte ou décédée depuis 8 mois. Et donc, il exprime sa tristesse et la tristesse de la nature pour cette perte. Comme nous voyons dans première, deuxième strophe, souvent sur la montagne à l'ombre du vieux chien, au coucher du soleil, triste, moi je m'assieds. Triste, moi je m'assieds. Nous voyons le moi et la description personnelle, le lyrisme personnel. Triste, moi je m'assieds. Donc il est triste, il exprime ses sentiments, c'est son lyrisme personnel. Il apparaît directement avec son jeu. Je promène au hasard mes regards sur la plaine dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes, il serpente, etc. Donc tout le poème marche dans la même direction, la direction de la souffrance pour la perte. Dans cette strophe, troisième, quatrième strophe, ici toujours avec la description de la nature. Au sommet de ce mont, couronne de boissons, le crépuscule encore jette un dernier rayon. Et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Toujours même idée. Ici, il exprime le poète sa tristesse au fond de la nature, au fond des montagnes. Il passe ses regards par hasard avec le crépuscule. Ce sont des symboles en fait pour la tristesse du poète. Le crépuscule, les montagnes, les bois sombres. Tout est mis au service du lyrisme personnel, du lyrisme du poète. Avec ces strophes, nous continuons la même idée, mais à ces deux tableaux, mon âme indifférente
donc avec le tableau de la nature, son âme ou l'âme du poète est indifférente parce que son âme ne s'intéresse pas à la nature, mais s'intéresse à la perte de la bien-aimée. N'éprouve devant nous ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants ne chauffe plus les morts. Il est comme un mort où le soleil ne peut pas échauffer. Donc, le soleil, la nature ne peut pas avoir d'effet sur le poète parce qu'il est très triste. Et de colline en colline, en va emportant ma vue dessus de l'aquilon. De l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Donc une image, il finit cette strophe avec une image très triste. Il dit, nulle part le bonheur ne m'attend. Il ne sera pas heureux. Partout c'est pareil pour lui. Partout c'est la tristesse. Partout c'est la souffrance. Parce qu'il a perdu sa bien-aimée. Donc il ne peut pas être heureux. Et, ici, que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 22 objets dont pour moi le charme est envolé, fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, quand vous perdez quelqu'un, le dernier vers est très explicatif. En fait, il dit quand vous perdez quelqu'un, tout sera comme un désert pour toi. Donc, vous ne trouverez le bonheur, ou vous ne trouverez jamais le bonheur si vous perdez quelqu'un. Tout est dépeuplé. Et ici, c'est la désespérance, bien sûr, de poète. Nous continuons avec le strophe suivant quand il dit que le tour du soleil où commence, où s'achève, d'un œil indifférent, je le suis dans son cours, à un ciel sombre, pur, qu'il se couche ou se lève, qu'emporte le soleil, je n'attends rien de jour. Encore une idée qui exprime son désespoir, il n'attend rien. Il n'attend rien de jour, donc c'est quelqu'un qui vit le jour sans avoir d'espérance, sans avoir d'espoir. Il refuse toute consolation. C'est ça le résumé de cette strophe et de ce poème en général. C'est que le poète refuse toutes sortes de consolation. Même le soleil qui rend la joie, pour lui, n'a aucune importance. Nous continuons. Quand je pourrai le suivre en sa vaste carrière et mes yeux verraient partout le vide et le désert, je ne désire rien de tout ce qui l'éclaire. Je ne demande rien à l'immense univers. Donc, toujours, il ne demande rien, et il ne respire rien, il ne désire rien, etc. Il ne sent rien. Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, il y eut où je le verrais, le vrai soleil éclaire d'autres cieux, si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. Et ici, toujours dans la même direction, comme nous avons déjà dit, toujours la tristesse. Il ne peut rien espérer et il ne peut rien voir. Il ne peut pas voir le bonheur qui existe dans la nature. Il ne peut rien voir parce qu'il est triste au fond de lui. Les lieux, la nature, le soleil, tous les autres éléments n'ont aucune influence sur lui. Et là, je m'enivrerai à la source où j'aspire. Là, je retrouverai l'espoir et l'amour, ce bien idéal que toute âme désire et qui n'a pas de nom au terrestre séjour. Que ne puis-je porter sur le char de l'horreur, vague objet de mes voeux, m'élancer jusqu'à toi sur la terre d'exil, pourquoi restais-je encore?
Il n'y a rien de commun entre la terre et moi. Il n'y a aucune relation, aucun lien entre lui et la terre. Et, même s'il pose des questions, ici, on voit la forme interrogative qui se répète dans cette strophe, dans les autres strophes précédentes. Il y a toujours cette forme d'interrogation, d'exclamation, parce qu'il pose des questions. Et cette manière de poser les questions, en fait, exprime comment dire, le pessimisme dans lequel le poète est tombé. Le pessimisme d'avoir perdu la personne la plus chère à lui. Jusqu'au point où il ne trouve rien de commun entre lui et la terre. Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, le vent du soir s'élève à l'arrache au vallon, et moi je suis semblable à la feuille flétrie, emportez-moi comme elle, orageux Aquilon. Il voudrait être emporté par le vent, comme la feuille. Donc il ne veut pas rester dans sa place, triste, il voudrait partir, quitter le lieu, comme la feuille qui est portée par le vent. Donc, on perd quelqu'un, tout devient triste. Il s'abandonne au nihilisme sentimental. Il s'abandonne à la tristesse, au pessimisme, à tout ce qui le rend malheureux. Nous passons maintenant pour un autre poète, un écrivain majeur, c'est Victor Hugo, le poète, le dramaturge, le romancier, le critique d'art, Victor Hugo, qui est né le 26 février 1802 à Besançon, en France. Donc c'est un poète, dramaturge, bien sûr, romancier. Il est sans conteste l'un des grands géants de la littérature française. Le roman le plus connu de Victor Hugo, bien sûr, c'est Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Et il a beaucoup d'autres œuvres. Il a Hernani, bien sûr. La poésie de Victor Hugo est très célèbre, surtout cette poésie qui a été consacrée pour la mort ou la perte de sa fille Léopoldine, comme Demain de l'aube. Nous avons choisi comme poème pour ce poète très important. Bien sûr, nous avons choisi la fonction du poète. Ce poème fait partie de l'idée qui a été ou qui a eu une grande influence dans la poésie du 19e siècle, c'est l'idée du poète voyant. Poète voyant comme nous avons avec Rimbaud et les autres poètes qui trouvent ou qui voient dans le poète une personne qui est ou qui a une valeur plus que les autres. Il est comme un voyant, comme un prophète qui connaît beaucoup de choses que les autres ne connaissent pas. Donc, avec la fonction du poète, comme nous voyons avec cette strophe, ou la première strophe de ce poème, Dieu le veut dans le temps contraire, ou le temps contraire, chacun travaille, chacun sert, malheur à qui dit à ses frères, retourne dans le désert, malheur à qui prend ses sandales, quand les haines et les scandales tourmentent le peuple agité, honte aux penseurs qui se mutilent, et s'en va, chanteur inutile, par la porte de la cité. Donc, la première strophe est très claire. C'est que dans le temps contraire, on a besoin de quelqu'un qui guide. Et le poète, c'est quelqu'un qui guide. Le poète, en fait, c'est l'intermédiaire entre Dieu, d'après le poète, d'après Victor Hugo. Il pense que le poète, c'est l'intermédiaire entre Dieu et entre les hommes. Et le poète, il est différent des autres.
parce que il est élu, comme on dit. C'est un comportement. Il porte dans ce poème, le poète donne des traits pour le poète comme un Christ, Jésus. Et donc le poète agit pour tous. Et il est le pont entre le passé et l'avenir. Donc il ne faut pas laisser la responsabilité. Il faut assumer la responsabilité. Parce que malheur à qui dit à ses frères, je retourne dans le désert. Il ne faut pas retourner dans le désert. Il faut prendre et assumer la responsabilité. Et le poète, c'est celui qui prend la responsabilité. Avec deuxième strophe, nous avons toujours une continuité de l'idée qui était déjà proposée par Victor Hugo dans la première strophe. Et cette idée, c'est toujours ce que le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Donc, il prépare les jours meilleurs, le poète. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps, pareil au prophète. Donc, il a sur toutes les têtes. Donc, il voit ce que les autres ne voient pas. Il est comme un prophète, pareil au prophète. Dans sa main où tout peut tenir, doit qu'on l'insulte ou qu'on le loue comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Donc, lui, c'est comme quelqu'un qui allume le chemin pour les autres pour qu'ils puissent voir l'avenir et sont en sûreté. Il voit quand les peuples végètent. Donc, il voit même quand les autres ne peuvent pas voir. Et ses rêves, toujours pleins d'amour, sont faits des hommes qui lui jettent les choses qui seront un jour, on l'aura. Qu'importe, il pense, il ne fait pas attention. Le poète, il ne fait pas attention aux moqueries des autres. Il continue son chemin. C'est le comportement du Jésus pour en fait Victor Hugo fait comme une comparaison entre Jésus-Christ et le poète. Alors, nous continuons. Plus d'une âme ainsi crie en silence, ce que la foule n'entend pas, il est plein, c'est contempteur, frivole, aimant faux sage à ses paroles, rit tout haut et songe tout bas. Donc il songe tout bas, il pense tout bas, il pense en silence, sans faire de bruit, pour faire ou pour donner des conseils, pour montrer le bon chemin, pour allumer le chemin aux autres. Il pense en silence. C'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit, c'est quelqu'un qui continue son chemin, allume pour les autres leur chemin. Peuple, écoutez le poète. Ici, nous continuons et nous voyons l'évolution du style de Hugo. Ce qu'il utilise ici l'injonctif avec l'impératif. Peuple, écoutez le poète. Il donne donc des ordres. Il faut écouter. Il faut écouter le rêveur sacré. C'est un rêveur sacré. Sacré, quand on dit sacré, c'est quelque chose qui a de valeur ou quelqu'un qui a de valeur. Donc, dans votre nuit sans lui complète, lui seul a le front clairé, de ton futur personne les hommes, lui seul distingue en leur flanc sombre, le germe qui n'est pas éclos. Homme, il est doux comme une femme, Dieu parle à voix basse à son âme, comme aux forêts, comme aux flots. Donc, ici, quand on dit que Dieu parle à son âme, de Dieu, ou Dieu parle à l'âme, de poète, ça veut dire que le poète c'est presque un prophète, puisque Dieu parle avec son âme. Donc il faut vraiment respecter et écouter et obéir le poète. Nous continuons.
Maintenant, avec la strophe avant-dernière, c'est lui qui, malgré les épines, l'envie et la dérision, marche courbé dans vos ruines, ramassant la tradition de la tradition féconde, sort tout ce qui couvre le monde et tout ce que le ciel peut bénir, toute idée humaine ou divine qui prend le passé pour racine, a pour feuillage l'avenir. Donc, toujours le poète qui supporte les malheurs malgré les épines et l'envie et la dérision. Il marche courbé dans vos ruines. Donc, il pense à résoudre le problème. Il pense aux difficultés de la vie pour éclairer le chemin, pour montrer le bon chemin aux autres. Donc, sans faire attention aux moqueries, sans faire attention aux difficultés, le poète continue son chemin. Il rayonne, il jette sa flamme sur l'éternelle vérité, il la fait resplendir pour l'âme d'une merveilleuse clarté. Il inonde de sa lumière, vu le désert, l'ouvre chaumière, elle est pleine, elle est auteur à tous, dont il la dévoile, car la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, roi et pasteur. Donc la poésie, c'est le moyen qui mène les rois et pasteurs, qui unifie les deux. Le poète, c'est celui qui a de lumière. Et la lumière du poète peut éclairer le chemin noir ou le chemin sombre aux autres. Donc, le poète, il peut vous faire voir ce que vous ne pouvez pas voir et il peut vous guider dans le bon chemin, au bon chemin. Le poète, d'après Victor Hugo, a une valeur considérable. Et en fait, ce n'est pas seulement ou uniquement l'idée de Victor Hugo, mais cette idée se répète chez plusieurs poètes à son temps, comme nous avons déjà dit, avec Rimbaud par exemple, avec Baudelaire, avec Verlaine et beaucoup d'autres poètes qui voient dans le poète une image et une figure représentante de la lumière qui pourrait éclairer le chemin aux autres.